Donc, je m'appelle Pierre Delbé. Je trouve ça très intéressant, cette façon que nous avons eue jusqu'à présent de réfléchir sur la question du positionnement du philosophe dans les entreprises, parce qu'effectivement, lorsque je me présente dans une entreprise, je dis que je suis, enfin, je ne le dis pas toujours d'ailleurs, hein, je dis que je suis philosophe conseil. Bon, alors, il y a des entreprises dans lesquelles, effectivement, la philosophie, ils s'en fichent complètement, n'est-ce pas? Et je prends la casquette conseil. Conseil en management, sérieux, etc. Et il y a des entreprises avec lesquelles il y a un intérêt justement pour la philosophie. Elles existent, je viens de le dire. Alors pour celles donc, dans lesquelles qui ont une certaine ouverture sur la présence d'un philosophe au sein d'une entreprise, voici ce que je dis pour présenter l'intérêt de la philosophie dans le monde de l'entreprise ou du travail. Oui, parce qu'en général, on dit, vous vous souvenez, la philosophie, ça ne sert à rien. C'est vraiment un truc, si vous voulez, effectivement, la sagesse. Mais alors, la sagesse, si vous voulez, bon, voilà, des métaphysiques, etc. Bon. Alors, je m'inscris en faux contre cette façon de présenter la philosophie comme un domaine un petit peu réservé à des intellos et à des gens bon, qui ne sont pas intéressés, enfin, qui sont pas intéressés par la vie pratique. À titre d'information, rappelons-nous que la philosophie, c'est la réflexion sur la vie bonne, n'est-ce pas? La vie bonne, qu'elle soit spéculative et pratique, les deux. Bon. Alors, je dis simplement la chose suivante. Moi, je veux dire, vous avez peut-être besoin d'un philosophe pour au moins trois raisons. Première raison, la première chose qu'on étudie en philosophie, c'est qu'on étudie la logique. Et vous avez besoin de logique lorsque vous faites de la stratégie, lorsque vous faites du marketing, lorsque vous faites de la communication, lorsque vous faites de l'argumentation commerciale, vous avez besoin de logique. Et qu'est-ce que c'est que la logique? C'est essentiellement trois choses que les philosophes et surtout à l'IPC connaissent bien, c'est-à-dire que c'est l'art de bien définir, l'art de bien juger, l'art de bien raisonner. Lévi-Strauss, Aristote, pas encore Aristote, mais Lévi-Strauss dit un problème bien défini est à moitié résolu. Je trouve que c'est très bien vu cette façon de faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, la définition apporte quelque chose et j'ai beaucoup aimé l'idée qu'effectivement, la philosophie peut éclairer. Éclairer comment? Éclairer en essayant de trouver une bonne définition. Alors c'est vrai, on ne va pas faire une définition ex cathedra. Le philosophe n'arrive pas en disant attendez, je vais tout vous expliquer. La bonne définition, c'est. Non, bien sûr. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est par rapport à un problème qui existe déjà, c'est essayer de trouver la bonne définition ensemble. Et le philosophe, à partir du moment où il connaît un tout petit peu l'art de définir, parce que c'est un véritable art, n'est-ce pas, de définir, eh bien, il a un certain nombre d'éléments qui peuvent aider à une bonne définition. Ça, c'est la première chose à dire. Bien définir un problème, c'est extrêmement important en termes de stratégie. C'est extrêmement important en termes de vision, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une vision pour en revenir, d'ailleurs, revenir là-dessus, n'est-ce pas? Très important dans le monde de l'entreprise, pour le manager, pour le leader, pour le chef d'entreprise, etc. La vision. Voilà, donc premier élément, je dis, la logique, ça vous intéresse. La deuxième chose, j'ai beaucoup aimé cette définition qui a été donnée donc tout à l'heure concernant le management, qui évacue un peu l'aspect humain, parce que vous comprenez bien, le management, bon, nous, on est des hommes sérieux et des hommes et des femmes sérieux, les managers et les manageuses. Nous nous occupons, n'est-ce pas, d'avoir de bons résultats avec le côté ingénierie managériale. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que, sauf que, n'est-ce pas, les bonnes décisions, les projets, les actions, etc., les résultats auxquels on aboutit, c'est toujours des êtres humains, n'est-ce pas, qui les mettent en pratique. Et donc, cette intégration du facteur humain fait partie du philosophe, parce que nous, philosophes, nous sommes quand même des gens qui réfléchissons, et en premier lieu, à la fois sur l'éthique, on en a parlé tout à l'heure, l'éthique d'EDF, excellent exemple, mais ce n'est pas simplement l'éthique. Bon, vous savez, je crois que c'est très très important parce que là, on rentre, si vous voulez, dans la relation managériale, la relation interpersonnelle
qui peut exister notamment lors d'un entretien annuel, n'est-ce pas? Un entretien annuel d'évaluation, qui est un moment stratégique du management, comme on dit, du management des personnes. Hein. Je suis désolé, mais bon, d'une façon générale, l'usage courant fait que l'on utilise bien le management pour le management d'équipe. Ce n'est pas simplement le management de projet ou le management de choses, de process, comme on a dit tout à l'heure. Donc, management et donc l'intégration de l'éthique. Alors, je crois que c'est très important, et j'y reviendrai, n'est-ce pas? C'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, bien sûr, à intégrer l'humain dans l'entreprise, parce que vous comprenez, on est des gens quand même, on sait bien que les hommes, etc. Oui, sauf que l'être humain et les équipes, c'est essentiellement, si vous voulez, comment dirais-je, le bien-être. Vous êtes maintenant des experts en bien-être. Le bien-être et la santé. Alors là, OK, là c'est de l'objectif, bon voilà. En gros, le plaisir et la santé. On aime bien que la question de l'éthique est absolument fondamentale. Pourquoi? Je prends simplement cet exemple-là parce qu'il est tellement important, n'est-ce pas? Lorsque l'on est face à un manager, ce manager est-il juste ou pas? Est-ce que dans son équipe, il n'y en a pas quelques-uns qui sont privilégiés ou pas? Ça, c'est vraiment du B à bas du management, excusez-moi. B à bas du management. La question de la justice, la question du respect, la question du fait qu'il y en a certains qui bossent plus que d'autres. Alors comment sont-ils récompensés? Question éminemment éthique et qui n'est pas purement et simplement une question, si vous voulez, de savoir-faire, etc. Voilà. Donc, je dis simplement l'intégration de l'éthique, l'intégration du phénomène humain et de l'humain dans l'entreprise fait partie d'une dimension sur laquelle nous, philosophes, nous avons quelque chose à réfléchir. N'est-ce pas? Vous savez, moi, j'ai fait de nombreux séminaires, n'est-ce pas, et notamment des séminaires sur la valeur. Les valeurs, pas simplement la valeur ajoutée, etc., mais les valeurs. En gros, vous demandez aux gens, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour vous? Incroyable. Hein? Réponse, mais alors c'est chaque fois la même chose. C'est pas la valeur de la performance, c'est pas la valeur de l'utilité, etc. Non, vous savez ce qu'on me dit, ce qu'on nous dit généralement. Comment? Exactement. Exactement. C'est marrant, voilà. Vous avez trouvé le respect. Le respect. Pourquoi? Les gens disent, et vous savez, nous, on veut être respectés. Je vous donne cet exemple parce que ça m'amuse. C'est un chef d'entreprise qui se baladait dans une entreprise, j'adore, qui raconte qu'un jour, il voit un type qui vient d'être embauché dans son entreprise. Alors, comment ça va? Alors, l'employé lui dit, bah, écoute, ça va, non, non, ça va très bien, tout va bien. Bon. Quoi d'autre? Vous n'avez pas quelque chose à me dire, etc. Alors, le gars lui dit, si, il y a quand même un truc quand même bizarre dans votre entreprise, c'est que oui, on me demande ce que je pense. Alors, le directeur, complètement éberlué, lui dit, ah bon, parce que avant, dans votre autre entreprise, on vous demandait pas comment, ce que vous pensiez? Et répond du tac au tac, ah non, non. On me demandait si j'allais bien, mais on me demandait jamais ce que je pensais de ce sur quoi je travaillais ou de l'amélioration, etc. Participation, oui, ce que je veux dire. C'est quand même incroyable. Bon, voilà. Donc là, vous avez un élément, vraiment, l'intégration du facteur humain, voilà, donc la confiance, qui est un terme absolument fondamental, n'est-ce pas, au sein des entreprises, au sein des comités de direction, n'est-ce pas, des comités de direction dans lesquels, si vous voulez, il y a des gens qui viennent de sauter, de sortir, n'est-ce pas, du conseil, de direction parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, etc. Les gens sont totalement déboussolés et ils ne savent plus du tout s'ils peuvent encore faire confiance. Véritable problème. Alors on fait comment? Ah ben, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va réfléchir sur c'est quoi pour vous la confiance? On va en parler. Et un philosophe, il est capable d'en parler. Donc, vous voyez, deuxième point extrêmement important. Troisième point que je leur dis, écoutez, alors, bon, c'est de la provoque, hein, je tiens à vous le dire, c'est de la provoque, mais voilà, bon. Vous avez besoin de métaphysique. Alors là, oui, métaphysique, oui. Parce que la métaphysique, vous voyez, c'est quelque chose de très important parce que on travaille sur le sens. Le sens, c'est la matière même de la philosophie.
Et je raconte toujours l'histoire que l'on attribue à Peggy, qui est une histoire, si vous voulez, qu'on raconte toujours dans les séminaires de management, l'histoire du gars au Moyen-Âge, je ne sais pas si vous voyez, hein, qui se balade dans une ville et qui arrive sur un chantier. Qui ne connaît pas cette histoire? Bon, alors je la raconte pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que j'aime beaucoup cette histoire. Donc, il voit donc des ouvriers en train de travailler sur le chantier. Il dit au premier, alors toi, qu'est-ce que tu fais? Alors le gars lui dit, bah, écoute, moi, je taille une pierre. Et le deuxième, qui est en train de bosser également, il lui dit, alors toi, qu'est-ce que tu fais? Et alors l'autre lui dit, bah, écoute, moi, je construis un mur. Et le troisième, qui est également en train de travailler, alors toi, qu'est-ce que tu fais? Et il répond, moi, je bâtis une cathédrale. Waouh! Évidemment, tout de suite, si vous voulez, ça en jette, parce que celui qui dit, moi, je bâtis une cathédrale, vous comprenez bien qu'il sait pourquoi il travaille. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la question de la finalité, elle est hyper prégnante. Voilà. Le nombre de gens, n'est-ce pas, qui travaillent, qui ne savent pas l'utilité de ce qu'ils font. Mais c'est incroyable, hein. Le nombre de gens qui ne savent pas. Alors, c'est inutile de vous dire qu'en termes alors de burn-out, c'est incroyable, hein, parce qu'on n'a plus d'énergie, parce que quand on travaille, qu'on ne sait pas quelle est véritable fécondité de ce que l'on fait, eh bien, effectivement, voilà. Donc, bon, excusez-moi, c'était mon introduction, hein, je vais dire. Alors, bon, alors, ça va pas du tout, hein. Alors, donc trois choses, hein. Un, donc c'est vraiment important parce que nous sommes bien sur la question, et c'est très aristotélicien quelque part, parce que là, je ne fais que utiliser Aristote, hein, Emmanuel. Un, la logique. Deux, l'éthique. Trois, la métaphysique, avec un petit clin d'œil évidemment. On comprend bien qu'effectivement, là, vous avez trois éléments, mais très concrets. Il faut vraiment donner des exemples concrets qui permettent aux gens de comprendre que oui, effectivement, la philosophie, ce n'est pas un truc inutile, mais que cela permet effectivement de prendre conscience et etc., de développer. Alors, en ce qui concerne le management, donc moi j'ai écrit un petit bouquin sur les 10 clés pour repenser le management avec Aristote. Alors évidemment, c'est complètement anachronique parce que évidemment Aristote n'a jamais parlé du management, c'est une affaire entendue. Bon, je vous passe les détails, mais bon, Monique Cantos-Perbers, grande spécialiste, dit bien des choses semblent encore pouvoir être reprises de la pensée d'Aristote. Bon. Je voudrais simplement challenger, comme on dit aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, challenger donc un certain nombre de définitions du management avec ce que je crois être une définition difficile de dire ça, aristotélico-compatible du management. Alors, premièrement, vous voyez, donc là, vous avez ce que j'appellerais une définition orientée gestion et une orientation orientée bien-être et collaboration. Alors, vous voyez, Henri Fayol, donc là aussi, c'est la tradition managériale très vieille. Qu'est-ce que c'est que le management? C'est prévoir, organiser, coordonner, commander, contrôler. C'est du sérieux, c'est du formel, c'est bon, voilà, c'est bon. Voilà. Ingénieur. John Kotter, autre penseur managériel que j'ai pas mal utilisé, notamment en ce qui concerne la trame de réussite et des choses comme ça, il a deux ou trois trucs intéressants quand même. Maintenir l'efficacité et la prévisibilité des organisations. On est toujours, si vous voulez, dans le process. Voilà. Alors là, si vous voulez, on ne parle absolument pas de l'être humain. Ça, c'est une affaire entendue. Bon. Deuxièmement, vous avez d'autres penseurs qui sont, à mon avis, plus intéressants, enfin, oui, qui se rapprochent un peu plus, disons, que de cette définition aristotélicienne sur laquelle que je voudrais vous présenter. Alors, c'est la célèbre grille Black et Mouton, comme on dit en français, d'accord? C'est Robert Blake et Jane Mutton. À titre d'information, ce sont donc des psychologues américains des années 60, et je remarque simplement qu'il y a là-dedans une femme, Jane Mutton. C'est pas inintéressant parce qu'en général, les femmes sont quand même un tout petit peu plus sensibles à l'humain, si vous voulez, que les ingénieurs très virils, si je puis dire, que je viens de noter. Conduire une équipe, quand même, hein, Blake et Mouton. Conduire une équipe vers des objectifs ambitieux tout en préservant le bien-être. Donc, vous voyez, on est quand même bien. Alors,
comment dirais-je, on ne nomme pas l'éthique, mais on a quand même effectivement une sensibilité pour l'être humain. Vous savez, la grande grille Black et Mouton, très très connue, n'est-ce pas, qui consiste à dire, voilà, vous pouvez avoir une orientation tâche, c'est-à-dire faire du management pour avoir de bons résultats, et c'est vraiment le process qui vous intéresse. Et puis, il y a une autre dimension qui est la dimension personne. Alors, vous avez donc le club des gens qui prennent un très bon temps dans l'entreprise et qui ne foutent rien, mais alors ils sont très contents. Hein. Et donc ça, si vous voulez, c'est un management très convivial, sympa, etc., etc. Et puis vous avez le management, comment dirais-je, complètement, enfin, autoritaire, c'est ça. Oui, merci, merci, autoritaire et qui s'en fiche complètement des gens. Il y a un turnover pas possible. Et par contre, c'est les résultats qui comptent. Et dans la grille managériale de Blake et Mutton, en fait, il faut les deux. Voilà, c'est ça leur truc. Il faut faire les deux. C'est-à-dire avoir une dimension tâche et donc résultat fort avec des personnes contentes. Et quand on arrive à ça, c'est génial. Bon, on passe. Mary Parker Follett, autre femme, collaboration harmonieuse pour des objectifs communs. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Déjà, on a quand même une sensibilité, on voit bien qu'il y a de la collaboration. On ne sait pas de quoi il s'agit. Et c'est très intéressant de voir pourquoi on ne dit pas de quoi il s'agit. C'est parce qu'en réalité, on a toujours quand même, vous voyez, on le dit à demi-mot, mais en fait, l'essentiel de la relation entre les êtres humains, c'est un savoir-faire. Et pas, comme on dit dans les entreprises, un savoir-être. J'y reviendrai. Henry Mintzberg, grand classique, c'est pas, de réflexion de management, qui a écrit des pavés sur la question, ensemble des rôles interpersonnels, informationnels, décisionnels. Là aussi, c'est du sérieux, si vous voulez, mais on est dans des rôles, et puis on a aussi quand même interpersonnel. Bon, développement personnel. Bon. Voici une définition que je vous propose, comment dirais-je, aristotélico-compatible. Conduite d'une activité professionnelle collective pour obtenir les meilleurs résultats. Je voudrais en faire une, comment dirais-je, une explicitation. D'abord, c'est une conduite. Alors, le mot est très important. Il est déjà utilisé, je voudrais remarquer, par d'autres consultants. Qu'est-ce que c'est qu'une conduite? À titre d'information, savez-vous d'où vient le mot management? En général, comme je viens de le dire, management, on pense tout de suite anglophone, anglo-saxon. Je le prononce d'ailleurs à l'anglaise. Pas du tout. C'est effectivement la main. Et exactement. C'est également le manège. Pourquoi? Parce que maneggiare au XVIIe siècle voulait dire tenir un cheval par la main. C'est intéressant de savoir ça. Maneggiare, c'est tenir un cheval par la main. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que pour moi, j'y vois là déjà quelque chose d'assez aristotélicien. Pourquoi? Parce que lorsque vous tenez un cheval par la main, vous ne le tenez pas de trop fort, parce que sinon vous le paralysez. Vous ne le tenez pas non plus trop lâche, parce que sinon il va à U et à Dia. Il faut le tenir juste ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Juste ce qu'il faut. C'est exactement la définition de la vertu. Un juste milieu. Un juste milieu. Voilà. Je crois que c'est très très important de comprendre ça. On est là dans quelque chose de vraiment très important. On n'est pas dans l'autoritarisme, chose que l'on voit dans certains managers. Il faut bien voir une chose, hein, c'est que derrière le management, il y a un énorme. Je crois que Emmanuel vous a parlé ce matin de l'émotion dans le management. Je ne sais pas si, parce que j'étais malheureusement pas là, mais il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément du management, qui souffrent énormément d'un management extrêmement autoritaire, qui ne leur laisse pas de place, etc., etc. C'est un véritable lieu de souffrance, le management. Donc, je crois que c'est très important de comprendre conduite. À titre d'information, conduite a lui-même une étymologie extrêmement intéressante, puisque c'est doucaré, n'est-ce pas? Et doucaré, et ça a donné le mot duc. Duc, c'est quoi? C'est le conducteur. Le conducteur. Et donc le chef, le responsable. Et c'est lui qui, donc, la main, vous savez, c'est un mot et c'est un symbole qui est un symbole d'autorité, quand même, n'est-ce pas? La main de justice, notamment dans la royauté française, était un élément fort de justice. Maneggiare. Alors, très, très important à comprendre, cette conduite, c'est un savoir-faire ou c'est un savoir-être?
La distinction que fait Aristote est extrêmement intéressante. C'est, à mon avis, elle est fondamentale. C'est l'agir et le faire. Le faire, c'est quelque chose qui me permet de transformer une matière. C'est ce qu'il appelle le faire. La poiesis, ou la techné, si vous préférez. La techné permet de faire la poiesis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une matière, je la transforme. C'est l'exemple typique, c'est l'exemple de celui qui va faire une statue, n'est-ce pas? Il y a une matière extérieure qui est transformée. Je peux être un salaud fini et être un excellent sculpteur. Qu'est-ce que c'est que l'agir? L'agir ne transforme pas une matière extérieure, l'agir transforme l'agent. Très, très, très important. C'est l'agent. Quand je suis juste, c'est pas seulement moi qui donne et qui me rend la monnaie. D'accord? Je suis juste parce que je reçois du pain, je rends à la monnaie. Échange, échange juste. Non, je suis juste parce que je le fais, parce que je le veux. Je souhaite, n'est-ce pas? Alors, j'insiste énormément là-dessus parce qu'en termes de management, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne sont pas fous, ils comprennent très très bien lorsqu'un manager est juste parce que c'est formel et qu'il ne peut pas faire autrement, ou un manager qui est juste parce que, n'est-ce pas, il considère qu'il est respectueux, comme on disait tout à l'heure, n'est-ce pas? Il respecte les gens et il le fait parce que les gens le valent bien. Ça change tout en termes de relations et en termes de faire naître une relation de confiance au sein d'une équipe. Les gens comprennent tout de suite à qui ils ont affaire. Donc, je crois que c'est très, très important de comprendre ça, si vous voulez. Alors là, on n'est pas... vous voyez, il s'agit de travailler ensemble. Bon. Et donc, oui, agir ou faire, c'est bien un savoir-faire. Faut quand même pas... C'est un savoir-faire. Il y a des choses qu'il faut savoir faire. Et la compétence est absolument indispensable au manager. Ça a été dit et redit. Moi, tailler une pierre, je ne sais pas faire. N'est-ce pas? Construire un mur, je ne sais pas faire. J'aimerais bien apprendre, mais bon. Voilà. D'accord? Mais par contre, si vous voulez, voilà, donc cette relation qui va faire en sorte que les gens travaillent ensemble, ça, vous comprenez? Ça, je pense qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas une question de savoir-faire, c'est aussi alors, communication, c'est un savoir-faire. Je le concède. La communication, on est toujours au niveau du savoir-faire. Et vous voyez, le grand problème, c'est de dévaloriser l'éthique et de dire ce n'est que la communication. Comment dirais-je, c'est de prendre la substance même de l'éthique et de la transformer en communication. Et Enron est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est le scandale, n'est-ce pas, de valeurs qui sont affichées et qui ne sont pas vécues à l'intérieur de l'entreprise. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? L'éthique, c'est un vécu. Parce qu'il y a des chefs d'entreprise, vous leur dites, l'éthique, c'est vachement important, l'éthique. Oui, oui. Oui, quand on prend une décision stratégique au plus haut niveau de l'entreprise, alors là, on regarde, si vous voulez, oui, au plus haut niveau, on prend des décisions où la question éthique se pose et donc on l'intègre au plus haut. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la relation interpersonnelle que l'on vit à tous les étages de l'entreprise, où il y a besoin de justice, de prudence, de force et de tempérance. Vous voyez ce que je veux dire? On en a besoin. Ce n'est pas simplement un truc qui existe au niveau de critères de décision, etc. etc. Même si c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mais pas que ça. Et peut-être pas d'abord que ça. Bon. Alors, donc, agir et faire, extrêmement importante. À titre d'information, ne jamais oublier que chez Aristote, n'est-ce pas, le faire est ordonné à l'agir et non pas l'inverse. Ce qui me permet je dirais, d'évoquer notre cher comte Sponville, n'est-ce pas, qui fait cette opposition que je trouve extrêmement intéressante. Vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez un bon chef d'entreprise ou un chef d'entreprise bon? Alors, vous voyez, la façon de poser la question. Le chef d'entreprise bon, c'est le chef d'entreprise il est pas très très doué, hein, mais il est gentil. Hein, il est très 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 gentil. Bon, alors ça, évidemment, on comprend que ça va pas durer longtemps cette histoire, d'accord. Et puis alors, vous avez le bon chef d'entreprise. Alors ça, c'est tout de suite, n'est-ce pas? C'est le chef d'entreprise compétent, qui fait avancer l'entreprise, etc. Qu'aurait dit Aristote? Intéressant. Qu'aurait dit Aristote? Il aurait dit, mais attendez, un chef d'entreprise bon, c'est-à-dire qui est moral, mais qui ne sait pas faire son boulot, ce n'est pas un chef d'entreprise bon. Parce qu'un homme prudent, il se forme. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La prudence, ça intègre, oui, ça intègre l'habileté. C'est vraiment un truc très, très, très important dans la vision d'Aristote. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que
je dirais, l'éthique et l'efficacité sont ensemble et on ne peut pas les séparer. À partir du moment où on les sépare, il va y avoir un problème peut-être pas tout de suite, mais à long terme, il y a un problème. Regardez Carlos Ghosn, n'est-ce pas, qui était un bon chef d'entreprise. Alors, sauf que bon, il y a eu quand même, il a été rattrapé par un certain nombre de trucs et qui n'étaient pas complètement clairs, si j'ai bien compris, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, voilà. La réponse, en tout cas, d'Aristote, c'est éthique et efficacité peuvent être réunies. C'est effectivement le phronimos, n'est-ce pas? L'homme prudent. Et l'homme prudent, n'est-ce pas? Il est à la fois compétent et éthique. Alors, il s'agit d'une activité. Pourquoi je parle de l'activité? Parce que, bon, alors j'ai complètement exploité mon temps. Où est-ce que j'en suis là? Il vous reste 15 minutes. 15 minutes? Oh. D'accord, d'accord, d'accord. Activité, alors oui, j'ai bien d'une activité. Pourquoi je parle de l'activité? Parce que très souvent on dit, vous comprenez, c'est quoi votre projet professionnel? Les gens, projet, je ne sais pas moi, voilà. Alors j'ai dit, c'est une activité. Un projet, c'est quelque chose de particulier. Et je crois que j'ai été passionné par un livre que je vous conseille vraiment, qui s'appelle Anthropologie du projet d'un certain Boutinet, qui travaille à la Cato d'Angers, et qui fait un truc extrêmement intéressant, c'est qu'il regarde comment la notion de projet a complètement formaté notre façon de penser l'efficacité dans l'histoire de l'entreprise et du travail. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé euh, quels étaient à la Bibliothèque nationale les livres dont le titre parlait du projet. Combien y a-t-il de livres qui parlent du projet entre 1882 et 1959? 4. Entre 1960, l'année suivante, et 1969. 395. Entre 1970 et 1979, 575. En 1980 et 1989, 1300. Entre 1990 et 1999, 2143. Vous voyez, c'est une croissance exponentielle. C'est très, très intéressant. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le projet, mais je dis simplement une chose. Il y a des gens qui bossent et qui bossent très bien et qui ne sont pas au niveau du projet. Vous savez, le projet, pourquoi? Parce que le projet, c'est une activité dans laquelle il y a une innovation. Le projet, il est né, alors j'aime bien dire, le projet, il est né en 1415 lorsque il a fallu trouver, comment dire, de résoudre un problème qui était le problème du dôme de l'église de Florence. Parce on avait construit ce dôme, n'est-ce pas, absolument magnifique. Enfin, pas le dôme, justement, on avait construit l'église, et on s'est dit, bon, maintenant on va faire le dôme. Sauf que on ne savait pas comment faire. Pourquoi? Parce que le dôme n'avait pas d'arc-boutant. D'accord? Alors quoi? Eh bien, il fallait inventer un dôme qui tienne, qui ne s'effondre pas, c'est ça que je veux dire, n'est-ce pas? Voilà, qui ne s'effondre pas. Alors, comment faire? Alors, on fait un tour de table, si vous voulez. Voilà, on demande aux uns et aux autres. Alors, tout le monde dit, ah, moi, je ne sais pas faire, hein, moi, je ne sais pas faire, moi, je ne sais pas faire, parce que tout ça, ça s'écroule, sauf un, c'est Brunelleschi, n'est-ce pas? Et qui va trouver une solution géniale. Et d'ailleurs, non seulement ça tient et ça tient aujourd'hui, mais c'est encore considéré comme une chose absolument extraordinaire, une trouvaille, une innovation extraordinaire. Nous sommes dans le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Le projet, c'est quoi? C'est que j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre et donc il faut que quelqu'un trouve une solution. Eh bien, cette solution, c'est entrer dans un projet. On va rentrer dans quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui fait que nous avons une activité professionnelle nouvelle et nous sommes donc dans le projet. On va initier quelque chose au sein d'une activité qui est relative ou traditionnelle. Donc, en gros, un projet, si vous voulez, c'est une différence spécifique d'une activité professionnelle qui, elle, reste le genre, comme on dit, en logique. Voilà. Brunelleschi. Voilà, donc il s'agit d'une activité professionnelle. Vous voyez, voilà. En d'autres termes, vous pouvez être responsable d'une équipe financière, n'est-ce pas? Vous n'avez pas forcément un projet, mais vous avez comment dire, à résoudre une complexité, etc., tout un tas de choses. Responsable du personnel, pareil, vous avez des problèmes juridiques, vous avez des difficultés, voilà, de savoir quel cadre il faut, comment dirais-je, encourager, etc., etc. Bon.
Donc voilà. Donc activité. Alors, je dis bien, c'est une activité, conduite d'une activité professionnelle, très intéressant professionnelle. Parce qu'effectivement, le management, on ne parle pas de management politique, même si, effectivement, maintenant, bon, on le sait, il y a des cabinets, n'est-ce pas, qui sont des cabinets de management, de la performance, etc., qui sont censés, comment dirais-je, conseiller nos politiques. Non, c'est professionnel. Professionnel, à titre d'information, vous savez que c'est profession, c'est une activité que l'on déclare. Vous savez, voilà, faire profession de foi. Profession, c'est ce que je déclare. Je me déclare philosophe. Je me déclare, etc. Donc voilà, c'est une activité déclarée pour assurer en général ses moyens d'existence. Alors, professionnel, c'est en ce sens-là. Vous voyez, on est dans un cadre, effectivement, pour assurer ses moyens d'existence. En gros, si vous voulez, Aristote fait la distinction relativement classique entre l'activité quand elle est personnelle, c'est l'éthique, l'activité quand il s'agit de la maisonnée, la famille au sens large latin, la maisonnée, la ferme, si vous voulez, n'est-ce pas? Oikia, qui a donné le mot oikianomos, économie, n'est-ce pas? Ça vient de là. Donc nous sommes dans comment dirais-je, une communauté un peu élargie, mais qui est liée en général à la famille, parce que bon voilà, il y a une ferme, etc. Et puis il y a la police, c'est-à-dire il y a la politique. Donc il y a ces trois niveaux. Nous sommes dans une communauté professionnelle. Voilà. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'une activité professionnelle? C'est une activité qui exige une compétence pour obtenir des résultats. On ne dit pas, alors, compétence, vous me direz, oui, mais alors de la famille, normalement, est-ce qu'il y a un management familial? C'est intéressant comme question parce que quand même, si vous voulez, il y a un nombre de compétences pour faire en sorte qu'une famille fonctionne qui est réel, n'est-ce pas? À tel point d'ailleurs qu'il y a des gens qui disent, vous savez, il devrait y avoir un salaire familial parce que les gens ils bossent ou les femmes, les hommes, enfin bref, la famille, on bosse pour bon, voilà. Mais je ne parlerai pas, on ne parle pas généralement de management familial, mais on pourrait, dans la mesure où, encore une fois, vous voyez, voilà, ça pourrait. Bon. Je passe. La dimension collective est extrêmement importante euh, euh, parce que nous sommes effectivement, voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, on l'a dit tout à l'heure, le management porte sur des process et des personnes, parce que les process ne fonctionnent pas sans les personnes. Je tiens quand même à le dire, hein. C'est pas possible de faire fonctionner des process sans les personnes. C'est pour ça que le management, forcément, si vous voulez, à partir du moment où vous avez le management, alors bon, j'entends bien que les processus de qualité essayent d'évacuer l'humain, n'est-ce pas? Oui, on comprend bien, oui, parce que le zéro résultat, voyez, le zéro défaut, pardon, le zéro défaut, vous voyez, ça c'est le fantasme génial de l'ingénieur, n'est-ce pas? Parce que le zéro défaut, ça, on peut l'obtenir avec les process, vous savez. Oui, on a des machines qui nous font du zéro défaut quasiment, sauf qu'il y a toujours un petit truc, oui, un petit, le grain de sable qui fait que la machine ne fonctionne pas toujours. Ça. Bon, normalement, elle devrait fonctionner, mais elle ne fonctionne pas toujours. Bon, vous savez, c'est un petit peu comme les, euh, les, euh, les informaticiens qui changent le système informatique d'une grosse boîte, et donc il y a un instant T où on va basculer, n'est-ce pas, de l'ancien système au nouveau système. Et alors là, on regarde, si vous voulez, en disant j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va marcher. Et puis alors, ils ont une expression que j'aime beaucoup, ils disent quand ça marche. Parce qu'on dit ah, ça marche. Et alors, ils disent ça tombe en marche. Vous voyez? Plutôt que ça tombe en panne. Ça tombe en marche. Oui, c'était vraiment imprévisible. Ça marche. C'est vraiment génial. Bon, alors c'est pour ça simplement parce que là, oui, on est, vous voyez, dans la rationalité. Et ça, si vous voulez, de cette rationalité, c'est ce côté un petit peu zéro défaut, rationalité quantitative, qualitative, etc., 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 toute la qualité, etc., que l'on met en place pour avoir le zéro défaut. Nous sommes effectivement dans la rationalité au maximum, et c'est vraiment du management. Sauf que les êtres humains, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas la rationalité. J'aime bien faire la distinction entre rationalité et raisonnabilité. Il faut être raisonnable avec les gens et rationnel avec les choses.
Vous voyez ce que je veux dire? Le mode de procédé n'est pas le même. On intègre effectivement une contingence pour réutiliser un mot qui avait été utilisé tout à l'heure. La contingence fondamentale des êtres humains, c'est que, ben oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ils sont libres. Et contre cette liberté, n'est-ce pas, il faut faire avec. Et donc, il y a un accompagnement qu'on appelle un accompagnement managérial et qui est effectivement le fait que, eh bien, les gens, ils se disposent. Bon, voilà. Il me reste combien de temps, là? 5 minutes. Alors, je voudrais absolument parler des résultats parce que je vous ai dit que, en fait, oui, là, c'est une conduite, euh, une conduite d'une activité professionnelle collective pour obtenir les meilleurs résultats. Alors, je voudrais vous parler des résultats. C'est très intéressant cette histoire de résultats parce que voilà une chose dont on parle qui n'est pas du tout un truc dont parle Aristote ou peu. Il ne parle pas des résultats. Il parle, lui, de la finalité, du but. Alors, je voudrais simplement donner un certain nombre de définitions là, parce que qu'est-ce que c'est que la différence entre un objectif et un résultat? Vous savez, on parle souvent de management par objectif, ça aussi c'est un truc on entend souvent, le management par objectif. L'objectif, c'est ce que je vise, le résultat, c'est ce que j'obtiens. Deux choses complètement différentes, n'est-ce pas? Je peux viser un objectif et obtenir, en général on se dit, je peux obtenir moins. Oui, mais je peux obtenir plus quelquefois. Eh oui, je peux obtenir plus. Donc, non. Le résultat n'est pas, comment dirais-je, l'objectif. Le but, c'est pas simplement qu'on ait de bons objectifs. Le but, c'est que les résultats soient bons, c'est-à-dire la conséquence de la poursuite d'objectifs. Bon, ça c'est la première chose. C'est ça le résultat qu'on cherche. Et donc là, il faut être très concret. Bon. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'un objectif? C'est assez intéressant. Un objectif, quand on regarde les dictionnaires, un objectif, ça a deux significations. Il y a l'objectif au sens, comment dirais-je, l'objectif de l'appareil photo. Vous voyez, on se focalise. Voilà. Un objectif, on se focalise. On se focalise sur quoi? Sur une étape clé. Ce n'est pas la finalité. C'est une étape clé. Objectif, étape clé. Il y a une définition également qui est une définition militaire. Un point objectif. C'est quoi un point objectif? Un point objectif, c'est moi, militaire, moi, j'ai mon armée, je définis ça, cette ville, n'est-ce pas, comme le truc à conquérir. Évidemment, mon adversaire va faire de cette ville un point objectif aussi, et donc c'est comme ça qu'on va. Voilà. En d'autres termes, vous voyez, il y a toujours quand même l'idée d'un combat, quand même. Hein. Je veux dire, on ne reste pas comme ça. Voilà. Dans l'objectif, on va avoir des difficultés. Ce n'est pas un truc fastoche. Vous voyez. En d'autres termes, en général, on a un objectif ambitieux, comme on dit dans les entreprises, n'est-ce pas? Comme on dit, un objectif à 2 chiffres, n'est-ce pas? Un objectif de résultat ou de chiffre d'affaires, on augmente un résultat à 2 chiffres. 2 chiffres, ça veut dire que c'est plus de 9. Vous voyez, 9, après 9, on a 10. Alors, on a une augmentation de 10%. Alors, ça c'est vraiment un objectif ambitieux. La finalité, petite information, c'est la raison d'être. Extraordinaire. C'est la raison d'être. C'est la raison pour laquelle nous travaillons. C'était donc tout à l'heure la cathédrale dont je vous parlais tout à l'heure. N'est-ce pas? C'est la raison d'être de son travail. Bon, c'est aussi la raison d'être, c'est de gagner sa vie, parce que le type qui bosse, le tailleur de pierre, il veut quand même aussi gagner sa vie, etc., etc. Voilà, ça fait pas. Ce sont les raisons d'être, n'est-ce pas, et qui sont effectivement des choses extrêmement importantes. Je tiens simplement à dire une chose, et c'est très important en termes de management. Un objectif mérite d'être, en général, négocié. Un objectif est négocié, c'est ce qu'on appelle, notamment lors de l'entretien annuel, le truc très important, où on fait l'évaluation, on dit, bon ben voilà, cette année, qu'est-ce que tu penses faire? Et moi, ton responsable, moi, ton manager, eh bien, on va essayer de définir quel est l'objectif à la fois, si on est à peu près correct, n'est-ce pas, qui te convient le mieux et qui nous convient, moi, responsable, je défends aussi mon institution, mon entreprise. Voilà, on va essayer de négocier. Très important, vous voyez. Alors, la négociation, vous voyez, c'est très intéressant, la question de la négociation. On est en pleine philosophie là-dedans, parce que la négociation, c'est quoi? C'est précisément, vous voyez, on va chercher à mettre le curseur au bon endroit. Sachant que la bonne négociation, c'est là où on arrive au bon endroit, qui me convient et qui te convient. Voilà, on est au bon endroit. C'est à la fois de la justice
et de la prudence. D'accord? Les deux. Voilà, je vais définir et nous allons définir ensemble. Et donc là, on est bien, vous voyez, c'est tout simple. On n'est pas simplement dans le fait d'avoir les meilleurs résultats, quoi que tu fasses, qui que tu sois. Non, c'est avec toi, en prenant en compte ce que tu es et la situation dans laquelle tu es, etc., etc., etc. Voilà, cette intégration de facteur humain est extrêmement importante. Donc, les résultats, c'est ce à quoi on aboutit. Les objectifs, il faut les codéfinir. Les résultats sont les meilleurs. Pour qui? Bonne question. Hein, ils sont les résultats les meilleurs pour Amazon. Les résultats, c'est le meilleur pour le client. Enfin, on commande chez Amazon, le lendemain matin, on a le truc qui est livré, etc. Par contre, le mec qui bosse chez Amazon peut vous dire que lui, il morfle. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? En d'autres termes, vous voyez, c'est très important cette histoire de résultats, parce que dans une logique aristotélicienne, vous me voyez venir avec mes gros sabots, n'est-ce pas, de bien commun, n'est-ce pas? Le bien commun, c'est quoi? C'est un bien qui est commun, justement. Il est commun à quoi? Eh bien, il est commun à tous les acteurs de l'activité managériale et de l'activité économique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les clients, bien sûr. Ah oui, c'est quand même eux qui payent, après tout. Hein, donc, il faut faire un tout petit peu attention aux clients. Qualité, quand même. Mais aussi les salariés, mais aussi les actionnaires, mais aussi les fournisseurs, etc., etc. C'est cet équilibre, cette harmonie que l'on appelle le bien commun. Alors, j'insiste énormément parce qu'on est en train de le redécouvrir, ça. Vous voyez, on est en train de redécouvrir que la performance n'est pas purement et simplement une performance financière. Alors, bon, quand je dis ça, je dis on est en train de le redécouvrir. Je sais très très bien et pertinemment que la majorité des gens, lorsqu'ils ont des sous en bourse, ils ne cherchent pas à avoir une opération qui soit dans la justice équilibrée et harmonieuse pour tous. Ils veulent récupérer le maximum de sous. Bon, et c'est pour ça d'ailleurs que voilà, on est dans, vous voyez, dans le problème, n'est-ce pas, de la justice. Vous voyez, c'est un problème de justice, n'est-ce pas? Et que ça, qu'on le veuille ou non, si vous voulez, c'est un problème qui est là, devant nous, avec nous, etc. Et voilà, il faut. Nous avons une marge de manœuvre. C'est difficile parce que nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, où la finance est comment dirais-je, le processus financier, ce qu'on demande aux grandes entreprises en termes de rendre des comptes tous les 3 mois, etc., etc., c'est formellement extrêmement lourd, etc., etc. Et donc, il y a une marge de manœuvre pour des gens qui veulent, je dirais, un management éthique. Il y a une marge de manœuvre, mais je crois qu'effectivement, elle est très faible. Elle est souvent très faible, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que beaucoup de gens disent, moi, écoutez, moi, le seuil est trop fort. Moi, je veux dire, je vais contre mes valeurs, je vais contre des choses trop importantes. Moi, je ne peux pas continuer dans ce truc-là. On a beaucoup de gens qui vivent ça. Bon, le bien commun. Alors, je voudrais simplement rajouter, je terminerai, je voudrais simplement rajouter une chose qui me paraît extrêmement importante et qui est aujourd'hui, quand on voit les problèmes d'environnement, etc., le bien commun, vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à présent, j'ai parlé simplement des acteurs économiques, mais il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est évidemment l'environnement, parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sensible au fait que le bien commun, c'est pas simplement le bien commun des hommes et des êtres humains, c'est aussi le bien commun qui intègre, n'est-ce pas, l'environnement, parce qu'à partir du moment où on a des entreprises qui polluent d'une façon excessive, dramatique et avec des points de non-retour, ça pose des problèmes qui sont quand même énormes. Et donc, vous voyez que le management va jusque-là, parce qu'il faut avoir une vision éclairée qui va jusqu'au but de ce que l'on fait. Et je crois que c'est à quoi, vous voyez, Aristote nous convie. Pour simplement terminer en disant 3 points importants chez Aristote. 1, la vertu est un juste milieu, le management ni autoritaire ni laisser-faire, qui conjugue l'éthique et l'efficacité. Encore une fois, l'éthique et l'efficacité. Éthique sans efficacité, c'est nunuche, et efficacité sans éthique, c'est cynique. Donc, c'est le grand comment dirais-je, équilibre entre l'agir et le faire, et en vue d'un bien commun. Le résultat, c'est un résultat qui sert un bien commun, et que ça, vous comprenez, ça mérite, je dirais, des philosophes pour le dire, le redire, l'expliquer, et le vivre en tant que fait. Voilà.